Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes fidèles à notre rendez-vous et nous nous retrouvons ce samedi 10 mai 2025 autour de l'émission Grand Camp. Comme d'habitude, nous allons essayer de vous donner un certain nombre d'informations que vous connaissez pour certaines, mais il y en a qui sont nouvelles. La première que nous tenons à redonner cette fois-ci et sur laquelle nous insistons, c'est ce problème qui taraude nos esprits, ce problème des terres, tout en rappelant que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont dit non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres sous quelque forme que ce soit au Rwandais, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours, mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Nous sommes surpris de l'attitude silencieuse du gouvernement et du comportement qu'ils adoptent après les déclarations faites par le Premier ministre selon lesquelles, une fois que les représentants du peuple ont parlé, évidemment, le gouvernement prend date. Et curieusement, et même s'agissant du Premier ministre, nous devons rappeler qu'il devait déjà prendre la décision de mettre fin à l'autorisation express d'occuper s'agissant du ranch de Matsambi, et il devait mettre fin aussi à la caducité des accords d'autorisation express qui ont été accordés. Il y en a 5 dans les départements du Poul, de la Bwenza et du Nyari. Et c'est des aspects auxquels nous tenons beaucoup et nous souhaitons que cela puisse se passer. Mais le deuxième aspect, sinon la deuxième information que nous allons donner aujourd'hui, c'est de rappeler que conformément à nos lois et règlements de la République, le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Pour avoir, entre autres, violé l'article 26 de la loi 20 du 12 mai 2017, selon lequel les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et en reconduisant le président de Sassou Nguesso comme le président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire le président du Parti congolais du travail, ce parti a violé la loi. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il n'est pas, depuis ce temps, sanctionné, conformément à l'article 31 de cette même loi, qui dit que, en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre de l'administration du territoire suspend le parti concerné et ordonne la fermeture de ces locaux. Curieusement, évidemment, nous avons assez souvent épilogué là-dessus. Nous comprenons le ministre de l'administration du territoire, sinon de l'intérieur, les membres du bureau politique du Parti congolais du travail, le président de la République et le président du Parti congolais du travail, même si nous relevons que cela n'est pas conforme à la loi. Nous comprenons leur situation, mais nous tenons à redire ce que le président de la République lui-même a dit. La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Et elle doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. Et nous attendons toujours que cette loi puisse s'appliquer. Camarades membres du bureau politique, très chers camarades, la présente réunion du bureau politique, réunion ordinaire qui se tient conformément au règlement intérieur du comité central, suscite une attention particulière des membres et sympathisants du parti et même de l'opinion nationale. La route menant le Parti congolais du travail vers son 5e congrès ordinaire connaît une agitation fébrile
qui justifient l'exceptionnelle attente fondée sur notre réunion. Voilà pourquoi il est ici requis de chaque membre du bureau politique de se mettre à son vrai niveau de responsabilité pour que des présentes assises du bureau politique s'enclenche une dynamique nouvelle qui restaure le prestige de notre grand parti. Nous devons aller au Congrès dans la discipline, l'unité et la cohésion, tous préoccupés par la détermination à faire du Congrès du cinquantenaire du Parti congolais du travail un grand rendez-vous qui conforte le rassemblement et la mobilisation des forces autour du camarade président Denis Sassou Nguesso, président du comité central pour de grands combats à venir. Donnons tous la priorité au parti. Taisons tous nos contradictions qui ne demeurent que des contradictions secondaires pour privilégier l'essentiel que personne ne doit se permettre de mettre en péril. Bon travail à tous. Je déclare ouvert les travaux de la 17e réunion ordinaire du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail. Gloire immortelle au camarade Marien Ngouabi. Vive le camarade président Denis Sassou Nguesso. Vive le Parti congolais du travail. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie. La troisième information sur laquelle nous allons également revenir, c'est cette situation du président de la République qui est en même temps président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de la linéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toutes les responsabilités au sein des partis politiques. Et quand on a dit ça, on passe à l'autre point. Nous allons essayer de parler rapidement des dossiers, parce que le Congo vit dans une ambiance assez particulière. Nous avons véritablement des problèmes de gouvernance. Nous avons véritablement des problèmes de détournement de fonds publics. Nous avons des problèmes de corruption. Et aujourd'hui, dans l'ambiance d'aujourd'hui, au-delà du grand dossier que l'on appelle ici Trésor Gate, nous avons d'autres dossiers qui circulent grâce aux réseaux sociaux. Nous avons, semble-t-il, cette affaire de la suspension du directeur des pompes funèbres, semble-t-il, suite à des problèmes de détournement de fonds. Nous avons ce problème qui semble apparaître sur les réseaux avec le problème de l'EKRC et de la société sénégalaise. Semble-t-il qu'il y a beaucoup de problèmes à ce propos et qu'il y aurait même des malversations financières. Ce sont des problèmes qui méritent d'être élucidés et pour lesquels il faut que les Congolais aient la vraie lumière. Je l'ai annoncé, invité du journal, M. Papa Mamadou Diop, directeur général de la SOSELEC, la Société d'électricité du Congo, et M. Jean-Bruno Dangadou, directeur général de la Société énergie électrique du Congo. Avec eux, nous reviendrons sur la signature hier de la convention d'affermage entre le gouvernement congolais et la SOSELEC concernant le segment distribution et commercialisation de l'électricité au Congo. Bonsoir à vous, monsieur le DG. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Jean-Bruno Dangadou, nous venons de suivre le reportage relatif à la signature de la convention d'affermage concernant le segment distribution et commercialisation de l'électricité entre le gouvernement et la société SOSELEC, filiale de droit congolais de la société sénégalaise Sénélec. Une certaine opinion parle de la vente de EKRC. Vous, en qualité de DG de cette entreprise, pouvez-vous nous dire qu'en est-il exactement? Merci madame de m'avoir invité. Je vous en prie. Je tiens à rappeler que Énergie électrique du Congo a été créée en 2018 comme société de patrimoine. Ce n'est pas maintenant qu'elle a été érigée, mais c'est depuis 2018 que cette société a été créée comme société de gestion du patrimoine électrique du Congo. À titre transitoire, on a confié la gestion du service public en attendant qu'on puisse
trouver des partenaires pour confier la gestion des centrales hydroélectriques et de la distribution et commercialisation. L'heure est arrivée. On a déjà remis les centrales en concession et l'heure est arrivée, effectivement, de s'occuper du côté distribution et commercialisation. Ces partenaires vont nous apporter des investissements nécessaires pour améliorer la qualité du service public. Voilà le grand problème. Et ils auront aussi la mission de maintenir nos installations, de les entretenir. Et il y aura donc une notation de la performance de ces sociétés-là, où nous sommes actionnaires à 15%. Ça veut dire que nous sommes le gendarme de l'État au sein de ces sociétés-là, pour voir si réellement ils respectent la convention signée. Si au bout de 2 ans, en ce qui concerne par exemple la distribution et la commercialisation, si au bout de 2 ans, nous constatons qu'ils n'arrivent pas à atteindre, on ne sent pas d'amélioration, d'évolution dans ce qu'ils font, l'État peut décider de retirer cette société entre la gestion de ce patrimoine entre leurs mains et remettre à Ecaresé en attendant de trouver encore un autre partenaire. Donc le rôle d'Ecaresé, c'est comme de gérer le patrimoine de l'État à des moments où parfois il y a eu faillite du côté du concessionnaire ou du fermier. Donc dire que Ecaresé a été vendu, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Tout le personnel de la distribution et de la commercialisation sera reversé, je dis bien reversé au sein de la société du fermier. Donc il n'y aura pas de demandes à faire ou d'autres papiers, non. Merci. Mais ils ont l'obligation. Et l'autre aspect sur lequel nous allons essayer de nous appesantir, évidemment, c'est cette information qui circule sur les réseaux sociaux, sur l'argent qui aurait été débloqué par une société chinoise, s'agissant de l'expropriation des superficies de terre, s'agissant de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Et il semble que là aussi, il y a des manifestations, mais cette fois-ci, il semble que ce qui semble apparaître et transparaître, c'est que ce n'est pas des menus fréquents, mais c'est des gros poissons. Mais le président a dit qu'il n'y aura dans ce domaine ni menus fréquents, ni gros poissons. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul devra la loi. Et je crois que tous les Congolais s'attendent maintenant à ce que l'on puisse avancer. Maintenant, le cinquième aspect que je vais aborder dans cette unité, c'est un peu ce qui se passe au Mali. Vous savez que le président Mahama a été installé courant janvier, donc il n'y a pas très longtemps, il y a à peine 5 mois. Mais nous sommes très surpris et admiratifs du comportement qu'il a opté s'agissant de la lutte contre la corruption. Et dans ce cadre, il est en train de sanctionner. Il a sanctionné 40 des membres du gouvernement et des collaborateurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas déclaré conformément à la loi leur patrimoine. Donc vous voyez, si au Congo on peut rester pendant une vingtaine d'années sans déclarer le patrimoine et que cela ne pose aucun problème, mais là-bas, et les sanctions sont sévères parce qu'il s'agit parfois d'une perte de 2 à 3 mois de salaire, mais il y a d'autres sanctions et je crois que les ministres là-bas doivent se tenir la carreau, sinon ça pourrait poser un certain nombre de problèmes. Donc au-delà de ces informations, nous allons maintenant passer à ce que nous appelons la thématique centrale de notre émission. Aujourd'hui, la thématique centrale, c'est la justice pour tous, en ce qui concerne tous les scandales crimes économiques et financiers. Nous avons constaté que ces jours-ci, les Congolais, les réseaux sociaux, les médias en ligne s'en prennent corps joie en ce qui concerne le trésor guette avec la situation de M. Dongou à Ahmed Silver, avec la situation de Mme Moya Gertrude de Stéphanie, mais il n'y a pas que cela comme dossier. Et nous voulons nous reposer sur la loi, parce que la loi, en ce qui concerne 2 articles de la Constitution, est claire. Le premier article, c'est l'alinéa 2. Nous referons l'alinéa 2 de l'article 9 de la Constitution, qui dit clairement que tout prévenu est présumé innocent, jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à partir d'un procès qui se tient de façon équitable
avec les droits garantis, tant pour la victime que pour la défense. Et je crois que c'est extrêmement important de rappeler ça, parce que mais malheureusement, dans notre pays, souvent les scandales sont découverts, mais il n'y a pas de suite. Comme s'il n'y avait pas de justice, et ça, c'est extrêmement préoccupant. Maintenant, le deuxième article, autour duquel nous allons nous appesantir, c'est l'article 15, qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses conditions politiques, religieuses, philosophiques et autres. Les choses sont clairement dites. Et malheureusement, dans notre cas, nous avons souvent constaté qu'il y a une injustice. Et pourquoi nous le disons? Parce que nous nous rendons compte que s'agissant du Trésor Gate, qui est un gros scandale, un scandale de trop, parce que nous avons déjà crié au scandale lorsqu'il y a eu cette révélation faite par le président de la République sur le différentiel de 6 milliards s'agissant de bourses qui se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces. Mais au-delà de ça, on a découvert un autre scandale. Nous avons déjà fait une émission là-dessus, nous allons y revenir. Mais la question, pourquoi on s'appesantit tant sur ce Trésor Gate, tout en sachant évidemment que la justice doit être faite? Mais pourquoi veut-on oublier les autres scandales? Ils sont tellement nombreux. Et moi, je souhaite que le traitement soit le même pour chacun de ces dossiers. Et moi, je vais essayer de les énumérer, même si, en pratique, vous les connaissez. Mais il est bon qu'on revienne et qu'on fasse comme un récapitulatif, pas de tous les dossiers, mais d'un échantillon. Parce que les dossiers, ils sont extrêmement nombreux. Le premier dossier auquel nous pensons, c'est le dossier des excédents budgétaires, estimé à 14 000 milliards de francs CFA, pour lesquels le président de la République avait annoncé clairement devant le Parlement réuni en Congrès en 2006. Il reconnaissait qu'on dégageait des excédents budgétaires et il souhaitait qu'on n'ait pas d'euphorie. Il souhaitait que nous adoptions une politique de gestion prudente de ces excédents et il a annoncé qu'en fait, on avait adopté un mode opératoire qui consistait à ce que ces excédents soient déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et qu'aucun fonds ne sortirait de ce compte sans une loi rectificative de finances. Et puis, il a terminé en disant, chaque année, un audit sera élaboré par la Cour des comptes et des disciplines budgétaires et cet audit sera rendu public. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voulez que ce soit un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Malheureusement, depuis 2006 jusqu'en 2025, c'est-à-dire depuis 19 ans, aucun outil n'a été fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça amène les Congolais à se poser la question, où part l'argent du pétrole? Le 3 avril, 109 médias du monde entier révélaient les résultats de leur enquête sur la plus grosse fuite de données jamais exploitée, les Panama Papers. Mais de quoi s'agit-il exactement? Que révèle cette fuite et qui est impliqué? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Les Panama Papers, c'est 2,6 téraoctets de données. Ça correspond à 2600 gigas ou en gros, pour faire simple, 1700 épisodes de House of Cards ou encore 520 000 téléchargements du dernier hit de Maître Gims. Alors forcément, quand le quotidien Süddeutsche Zeitung reçoit tous ces fichiers,
il réalise assez rapidement qu'il va avoir besoin d'aide. Il fait alors appel au Consortium international des journalistes d'investigation, un organisme chargé justement de permettre à des dizaines de médias d'enquêter et de travailler ensemble. Alors, que contiennent exactement ces millions de fichiers? Eh bien, ils mettent la lumière sur 214 488 structures offshore. Une société offshore, c'est une société domiciliée dans un pays où la réglementation et la fiscalité est très avantageuse pour les entreprises. Le taux d'imposition est faible, la création de ces entreprises est très simple et le contrôle de l'identité des individus les créant est peu rigoureux. Les sociétés offshore se trouvent donc dans des petits États tels que les îles Vierges britanniques, les Seychelles ou encore, vous l'aurez compris, Panama. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles n'exercent pas une réelle activité dans ces paradis fiscaux. Pour la plupart d'entre eux, ce n'est rien de plus qu'un compte bancaire. Et là, vous vous demandez sûrement si créer une société offshore est illégal. Alors en théorie non, vous avez le droit de créer une société offshore, mais ce qui est illégal, c'est l'utilisation souvent frauduleuse qui en est faite. Concrètement, une société offshore est souvent utilisée comme moyen de fraude fiscale pour échapper à l'impôt en dissimulant des fonds dans cette société de façon anonyme. Mais les paradis fiscaux sont aussi utilisés par des élites politiques qui, craignant un coup d'État ou une instabilité économique, préfèrent dissimuler leur argent pour le protéger. Pour mieux comprendre cela, voyons le parcours d'un individu qui souhaite créer une société offshore. Souvent, il est conseillé par un avocat fiscaliste qui ne va pas lui-même créer l'entreprise, mais qui va jouer l'intermédiaire avec un cabinet. Le cabinet dont il est question dans les Panama Papers, c'est le cabinet Mossack Fonseca. Ce dernier va définir le meilleur endroit pour créer la société offshore et surtout, il va permettre aux créateurs de cette société d'être parfaitement dissimulés. Pour ce faire, le cabinet fait appel à des prête-noms qui vont gérer tout l'aspect administratif de ces sociétés à la place du patron. De cette façon, le client peut effectuer toutes les opérations de la société offshore en passant par le cabinet qui va les effectuer sous une autre identité. Ces prête-noms sont parfaitement fictifs, si bien que l'on trouve les mêmes dans des milliers d'entreprises. Comme je l'ai dit, les 2,6 téraoctets de données proviennent des archives de Mossack Fonseca. Ils révèlent donc le nom des individus étant passés par ce cabinet pour créer leur société offshore. En fait, comme l'explique très bien Mediapart dans un article publié lundi, Mossack Fonseca n'est pas vraiment inconnu de ceux qui suivent de près les scandales financiers. Le cabinet est impliqué de près ou de loin dans toutes ces affaires. Alors bien sûr, les réactions ne se sont pas faites attendre. Certains ont tout simplement démenti, alors que d'autres ont admis avoir détenu ou détenir encore une société offshore, tout en déclarant qu'ils agissaient en toute légalité. Enfin, en Islande, ce sont des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour exiger la démission de leur Premier ministre, cité comme on l'a vu dans les fuites. Où part l'argent des générations futures? Parce que si le président a parlé des 6 milliards qui se dissipaient, s'agissant des bourses, là il s'agit de 14 000 milliards. Et c'est très grave. Converti en dollars, ça fait pratiquement 25 milliards de dollars. C'est une somme extrêmement importante. Surtout lorsqu'on se réfère à notre budget de cette année et qu'on sait qu'en termes de recettes, notre budget s'élève à 2550 milliards. Vous voyez la masse d'argent que cela se représente. Maintenant, au bout de 19 ans, et les questions, on se pose des questions. Que fait le gouvernement? Que font les institutions, notamment l'Assemblée nationale et le Parlement? Pourquoi ce silence est observé à ces niveaux? C'est un silence que nous trouvons anormal. Et nous constatons qu'il y a une démission de la part du Parlement, parce que le Parlement est appelé à jouer le rôle de contre-pouvoir, surtout s'agissant d'une déclaration qui a été faite devant le Parlement réuni en congrès de façon extrêmement solennelle. Et nous nous interrogeons. Mais nous tenons à donner l'information que devant ces curieux silences, 3 citoyens congolais, à savoir Nda Diogène, Jean-Pierre Agnambo et Clément Melassar, ont tenu une conférence de presse le 20 mai 2023, au cours de laquelle ils ont lancé une pétition pour les poursuites judiciaires contre les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Avant de commencer, j'invite tout le monde à se mettre debout et à observer une minute de silence en mémoire de tous les Congolais qui perdent la vie chaque jour du fait de l'incurie des hommes politiques. Merci.
Mesdames et messieurs, distingués invités, mesdames et messieurs les responsables des partis politiques et leurs représentants, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chères sœurs, chers frères, merci d'être venus si nombreux à cette conférence de presse. Merci pour votre nombre, votre qualité et votre diversité de profils qui contribuent à donner de la résonance à cette rencontre. En ces temps de grande incertitude, alors que la situation sociopolitique de notre pays est sclérosée, tandis que le peuple, privé du minimum, souffre chaque jour, nous apprenons tous les jours dans l'actualité, aussi bien nationale qu'internationale, divers scandales financiers. 3 Congolais, par ailleurs présidents de partis politiques, ont décidé, en tant que citoyens, d'initier cet échange autour des questions d'intérêt national. Je vais donc brièvement vous les présenter. Il s'agit de M. Clément Mirassa, président du Parti social-démocrate congolais, PSDC en sigle, financier, statisticien, plusieurs fois ministre, connu pour ses différentes prises de parole publiques sur les crimes économiques et les biens mal acquis, co-initiateur de la lettre ouverte au président de la République prévue dans la conférence nationale souveraine de 91. Monsieur Jean-Pierre Anyangoy, président du Parti du Peuple, ingénieur eaux et forêts, ancien secrétaire général du ministère des Eaux et Forêts, expert et consultant international, signataire en 91 de la lettre ouverte au président de la République prévue dans la conférence nationale souveraine. Messieurs Mirassa et Anyangoy ont joué un rôle important dans l'avènement de la conférence nationale souveraine. C'est donc comme en un passage de témoin que M. Enda Diogène Seni s'est joint à cette initiative. Il est président de la Ligue panafricaine Umoja Congo, spécialiste en management et en intelligence économique, enseignant et co-auteur de nombreux ouvrages. À présent, chères sœurs, chers frères, sans plus tarder, je vais donc donner la parole à M. Mirassa. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les chevaliers de la plume, permettez-moi d'abord de remercier Jean-Pierre Anyangoy, qui est connu comme le président du PAP, le Parti du Peuple, parti qui est devenu tout récemment membre de la plateforme Alliance pour l'alternance démocratique en 2026, 2AD 2026, et Enda Diogène Seni, président de la Ligue panafricaine et du Moja Congo, d'avoir accepté que nous nous retrouvons pour échanger sur certains aspects importants de l'actualité nationale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués amis, au cours de cette rencontre, nous souhaitons que nous échangeons, ou plutôt que nos échanges s'appesantissent sur la lutte contre la corruption, au regard des nombreux cas connus dans notre pays et à la lumière des derniers cas comme le Figagate, les 25 milliards de francs CFA qui se seraient envolés dans le cadre des fonds destinés à la COVID-19, ainsi que des révélations faites par notre compatriote, le consultant en expertise pétrolière et minière, Alphonse Maboussou. Comme vous le savez, selon Transparency International, le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Son indice de perception de la corruption est médiocre et s'élève en 2022 à 21 sur 100. Le Congo occupe le 164e rang mondial sur 180 pays. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Cette situation est à la fois grave et préoccupante. Elle interpelle tous les Congolais, puisque la corruption est le cancer de l'économie, elle freine le développement, appauvrit et plonge le pays dans la misère.
Cela ne devrait pas nous surprendre, puisque dans son discours d'investiture du 14 août 2009, le chef de l'État avait déclaré ce qui suit. Je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit de nos efforts multiples, notre pays n'est pas encore, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement de deniers publics et d'actes tout autant répréhensibles que néfastes à l'accomplissement du bonheur collectif. Ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Fin de citation. La lutte contre la corruption doit préoccuper tous les Congolais. En décembre 2017, dans son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, le chef de l'État avait affirmé qu'il s'agissait de la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. En décembre 2018, dans le même contexte, il a soulevé avec force ce qui suit. Je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de la transparence et de l'objectivité. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout le monde passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Il a été bien dit, seul prévaudra la loi. C'est dans ce contexte que nous, Jean-Pierre Agnangoy, Enda Diogène Séni et Clément Mirassa, vous annonçons solennellement ce jour le lancement de la signature d'une pétition pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques, les détournements des deniers publics et le siphonnage des ressources du pétrole et des autres ressources. Dieu merci, cet appel a été écouté par une coalition citoyenne formée par des personnalités indignées par tout ce qui se passe et par des organisations non gouvernementales, des droits humains et du développement démocratique. Malheureusement, nous sommes restés en attente depuis très longtemps. Et c'est maintenant que nous apprenons qu'il semble que cette demande, que cette plainte aurait été rejetée. Alors nous nous demandons que se passe-t-il dans ce pays? Rebondissement sur l'affaire des 14 000 milliards destinés aux générations futures. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Mouvement pour la culture citoyenne, sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, crient au détournement et au pillage de cette somme enregistrée pendant la période d'embellie financière qu'avait connue le pays. Les organisations de la société civile lancent de ce fait des poursuites judiciaires avec en perspective une plainte contre X pour détournement et pillage présumé au tribunal de grande instance de Brazzaville. Cette plainte est la réponse raisonnable de nos organisations à l'interpellation adressée à la société civile congolaise en vertu de sa capacité juridique à ester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo et à travers le monde, pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. Somme affectée au compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, dont l'ouverture a été annoncée le 12 août 2006 par le président de la République du Congo devant le Parlement réuni en congrès. Cette recette est due aux excédents budgétaires suite à la hausse des prix du baril de l'or noir à cette époque. Selon les autorités congolaises, une partie de cet argent aurait servi de maintenir les équilibres financiers en phase avec le fonctionnement et les réalisations du gouvernement. Il s'est également de signaler que l'audit annuel de ce compte de stabilisation que le chef de l'État avait promis en 2006 et que devrait effectuer chaque année la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'a jamais été réalisé. S'il s'avère que
ces fonds affectés au compte de stabilisation ont été effectivement détournés ou fait l'objet de pillages, cela léserait manifestement les citoyens que nous sommes et impacterait davantage nos conditions de vie et en particulier celles de nos enfants qui, pour la plupart, étudient dans des conditions inappropriées et celles de nos étudiants qui peinent à recevoir leur bourse depuis plusieurs années ou encore celles de nos concitoyens qui manquent de soins de santé faute de structures d'accueil adéquates. Cette plainte, qui s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique que devrait exercer la société civile, est la toute première d'une série que l'OCDH et le MCC, au nom de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, déposeront au cours des semaines à venir. Que se passe-t-il dans ce pays? Peut-on comprendre ce qui se passe? Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'il vous souviendra qu'en juin 2023, lorsque le Premier ministre Anatole Kodine-Makosso s'est retrouvé à Paris, il ne s'est pas gêné sur un plateau de TV5 de déclarer que dans toutes ces affaires, il n'y a aucune plainte au Congo. Et vous voyez bien qu'il y en a une qui a été déposée là, donc il est complètement démenti. Et le problème, c'est de savoir pourquoi ces plaintes n'avancent pas. Surtout que si nous nous référons à la Constitution, l'article 168 de notre Constitution garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif et vis-à-vis du pouvoir législatif. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, mes chers compatriotes, mes chers téléspectateurs, vous vous rendez compte que vous avez déjà là la dissipation de 14 milliards de francs CFA. C'est extrêmement grave au regard des défis que nous avons, au départ des préoccupations de développement, au regard de ce que nous devons réduire la pauvreté, nous devons nous occuper du chômage des jeunes, nous devons nous préoccuper des érosions et d'un certain nombre de problèmes qui touchent à notre vie. Malheureusement. Donc voilà pour le premier dossier, pour dire aux Congolais qu'il est vrai de dire qu'au Congo il y a de l'argent et de se poser la question où va cet argent? Et évidemment, on découvre, visiblement, même si on ne veut pas mener l'enquête, que l'argent va dans les poches des gouvernants, des dignitaires, des dignitaires de la majorité présidentielle, sans que cela ne pose le moins de problèmes. Et ils n'ont même pas de gêne que de plonger la population des Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et le deuxième dossier que nous avons évoqué dans ce crime, c'est les Panama Papers. Monde d'Afrique a révélé, je crois que c'est en 2018, que les Panama Papers avaient publié une liste des personnalités du monde qui détenaient énormément des comptes, énormément d'argent dans les paradis. Et dans cette dénonciation, dans cette révélation, il apparaissait qu'il y avait 6 Congolais qui détenaient, si on prend le dollar à 600 francs CFA, pratiquement près de 5 570 milliards de francs CFA. Et la question qu'on se pose, comment ils ont fait pour avoir cet argent? Leurs parents n'étaient pas des industriels, donc leurs parents n'étaient pas des hommes d'affaires. On se connaît tous sur la gravité autour de la fonction publique, en dehors de ceux qui ont pu évoluer dans les secteurs privés, etc. Mais écoutez bien, le plus riche d'entre eux, posséderait 2152 milliards. Il sera suivi par quelqu'un qui possède pratiquement 1893 milliards. Et après, c'est quelqu'un qui possédait pratiquement 744 milliards. Après, il y a quelqu'un qui possédait 483 milliards de francs CFA. Le cinquième possédait pratiquement 315 milliards de francs CFA. Et le dernier, le moins riche, sinon le pauvre d'entre eux, possédait 20 milliards de francs, 20 milliards de francs CFA. Comment on peut expliquer ça? D'où vient cette fortune? Est-ce qu'on peut en avoir la traçabilité?
Mais ce n'est pas ça qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est le silence observé par les institutions devant une telle information. C'est le silence observé par les institutions devant une telle information. Et ça, ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Maintenant, pour que vous ayez une idée de ce que cette information est préoccupante, je vous dis et je vous donne l'information. La reine d'Angleterre, après 70 ans de règne, a laissé une fortune certes colossale de 371 millions de livres sterling, c'est-à-dire l'équivalent de 271 milliards de francs CFA. Et vous voyez bien la différence entre 271 milliards de francs CFA et le plus riche de nos six compatriotes congolais qui a 2152 milliards. Comment expliquer la traçabilité de l'origine de cette fortune? Alors, vous avez ces préoccupations, mais j'ajouterai le cas qui nous préoccupe le plus, que nous avons déjà évoqué. C'est celui du Saint-Père, de pape François, qui a laissé un héritage, mais de $100, c'est-à-dire l'équivalent de 60 000 francs. Vous voyez bien, en termes de mentalité, en termes de culture, et peut-être même en termes d'esprit, de partage, en termes d'amour du prochain, vous voyez bien qu'il y a une très très grande différence. Mais pour essayer de vous faire mieux comprendre la situation, j'ai fait deux approches. Dans la première approche, je prends l'hypothèse du Premier ministre congolais qui gagnerait, dit-on, 25 millions de francs CFA. S'il ne touche aucun franc de son salaire, à la fin de l'année, il a 300 millions. Ça veut dire qu'en 10 ans, il a 3 milliards. En un siècle, il a 30 milliards. Mais comment atteint-on le chiffre de 2152 milliards ou les chiffres que je viens de vous énoncer? C'est extrêmement préoccupant. Extrêmement préoccupant. La deuxième approche que nous avons essayé de prendre, c'est celle de nous dire il y a certainement des Congolais qui ont une richesse du problème de Jésus, qui par mois épargnent 1 milliard de francs CFA. Au bout de l'année, ils en auront épargné 12 milliards. Au bout de 10 ans, ils auront épargné 120 milliards. Au bout d'un siècle, ils auront épargné pratiquement 1200 milliards. On n'atteint pas 2000 milliards. Donc vous voyez même qu'en prenant cette hypothèse qui est irréaliste, on se rend compte. Et c'est là où on répond à la question. D'où vient l'argent? Mais aujourd'hui, le phénomène que nous vivons de Dongou, Armel, Silver, Zidane, nous donne des réponses. Cet argent, en grande majorité, provient du trésor public. Ça veut dire que nous avons la confirmation de ce que les gouvernances actuelles ont choisi une gouvernance mafieuse qui permet un enrichissement illicite, qu'ils ne peuvent pas justifier. C'est pour ça qu'ils ne font pas. Ils ne veulent pas faire la déclaration du patrimoine. Ou bien lorsqu'ils la font, ils veulent la mettre sous enveloppe scellée en espérant qu'ils resteront plusieurs années et que cette enveloppe ne sera pas ouverte. Ce n'est pas du tout sérieux et je crois qu'il faut revenir à cette situation. Donc là aussi, vous avez un deuxième cas. Mais si vous prenez déjà ces deux cas, 14 000 milliards plus 5 500 milliards, ça vous fait déjà 19 500 milliards de comparer au budget en termes de recettes du Congo, qui est de 2 550 milliards en 2025. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mais posons la question au gouvernement. Pourquoi vous observez le silence alors que la société est en train d'aller à la dérive? Mais ce n'est pas le seul dossier. Il y a le troisième dossier. Dans le cadre de ce dossier, j'ai une pensée particulière aux retraités et à ma propre personne, puisque je suis retraité. Qu'est-ce qui se passe? En 2016, le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la corruption, les détournements de l'immobilier, avait mené une enquête. Et au cours de cette enquête, il a révélé qu'une somme de 9 milliards avait été virée du trésor dans un compte de LCB de
la caisse de retraite des fonctionnaires pour payer les retraites du mois de novembre et de décembre 2016. Il a établi un rapport qu'il a envoyé chez le procureur du tribunal de grande instance de Brazzaville. Près du tribunal de grande instance de Brazzaville. Et le dossier n'a jamais été reçu. À la suite, qu'est-ce que nous avons dit? Lorsque le directeur général actuel a été nommé, en 2018, il a fait pratiquement la même révélation. Et il a reconnu, le directeur général, que les 9 milliards avaient été bien virés dans le compte, dans un des comptes de la grève à la SCE. Il a ajouté, cette somme a été portée disparue. Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous sommes sérieux que nous sommes de 9 milliards puissent disparaître dans un compte d'une banque congolaise et qu'on soit silencieux? Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de recherche, il n'y a pas eu... Donc, on comprend un certain nombre de choses. Mais en plus, le directeur général estime, mais qu'il faut que le dossier soit examiné au niveau de la justice, puisqu'il savait que l'ami Ndele, qui était président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, avait déjà transmis au procureur de la République un dossier relatif à ce problème. Et il souhaitait, lui, le directeur général, que ce dossier ne soit pas enseveli dans la poussière de la justice, et qu'au contraire, que la justice puisse se charger de ce dossier, pour qu'on en connaisse les responsables, pour qu'on en fasse la lumière, et qu'on puisse régler et sanctionner au cas de besoin. Figurez-vous, jusqu'à présent, rien n'a toujours été fait. Donc les gouvernants ont choisi, non seulement la gouvernance mafieuse, mais en plus ils ont choisi le silence pour que rien, absolument rien ne puisse transférer. Et nous comprenons et nous allons y revenir. Le quatrième dossier, parce que je vous dis qu'il y en a beaucoup, le quatrième dossier, c'est les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture. Et là, le scénario est simple. Mais le chef de l'État, dans son message sur l'état de la nation de l'année 2017, fait ressortir clairement que des sommes importantes ont été débloquées pour le secteur de l'agriculture, mais pour des résultats mitigés. Ce qui le préoccupait, puisqu'il a déclaré depuis très longtemps autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, et nous sommes pratiquement dans 2025, et vous savez bien qu'on importe pratiquement près de 700 milliards de produits, de francs CFA de produits alimentaires. Et là aussi, nous avons été agréablement surpris par la réaction du procureur de la République, qui immédiatement a instruit la Direction générale de la surveillance du territoire pour qu'elle mène une enquête afin de mettre la lumière sur les raisons du dysfonctionnement qui a été constaté. Figurez-vous, la Direction générale de la surveillance du territoire a fait son travail. Elle a fait son travail. Elle a même publié un texte, un communiqué, dans lequel elle a fait ressortir clairement, j'ai le communiqué sous les yeux. Elle a publié un communiqué, dans lequel elle a fait ressortir clairement les Congolais ont pris des prêts au niveau de cette structure, au niveau du fonds de soutien à l'agriculture. Pour la plupart, ils n'ont jamais remboursé cet argent. Ils sont restés silencieux. Comme il se dit certainement que la philosophie et la mentalité du gouvernement congolais, il n'y a pas de poursuite, etc. Et dans le communiqué de la Direction générale de la surveillance du territoire, il est relevé clairement qu'un délai a été donné. C'était, je crois, le 30 avril 2018, pour dire qu'il fallait que ceux qui avaient pris ou contacté des prêts auprès de cette structure remboursent avant le 30 avril 2018. Passé ces délais, ils seront interpellés et présentés au parquet. Figurez-vous, personne n'a jamais été interpellé et personne n'a jamais été présenté au parquet. Est-ce que nous sommes sérieux? Lorsqu'on a fait le choix de baser notre gouvernance sur le vol, sur le détournement des deniers publics, qu'espérons-nous? Et lorsqu'en plus on sort pour venir dire aux Congolais que le projet de société qui s'exécute au Congo, c'est ensemble poursuivre la marche, entendu la marche vers le développement. Est-ce qu'on peut aller vers le développement en se basant sur les vols, sur les détournements des deniers publics,
sur la corruption, sur la condition, sur la faute, sur le fait de détourner de l'argent pour aller le placer dans les paradis fiscaux et dans les autres pays, pour que ce soit ces pays qui se développent qui se développent et qui avancent, alors que chez nous, nous restons et nous vivons dans des situations financières extrêmement difficiles. Je crois que c'est un problème qu'il faut, à mon avis, regarder sérieusement. Et les Congolais doivent se poser la question, pourquoi les gouvernants sont inactifs, ils sont impuissants, au-delà des déclarations qu'ils font, puisque je vous ai dit d'entrée de jeu que le président a dit qu'il n'y aura ni menu frère, ni gros poisson, que tout passera dans la nasse de la justice et du droit, et que seul prévaudra la loi. Pourquoi il y a ce paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait? Pourquoi il y a ce paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait? Et là, vous avez la situation. Et c'est véritablement dommage en ce qui nous concerne. Maintenant, le sixième point, je crois que je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus. Il s'agit de cette révélation faite par un député lors d'une séance de questions orales au gouvernement, sous le défunt Premier ministre Clément Mwamba, qui est son âme, et le député interpelle le Premier ministre Mwamba, révélant que de l'argent a été débloqué pour une route imaginaire de 137 km. Route imaginaire de 137 km. C'est-à-dire, en fait, qu'on a sorti de l'argent avant même que la route n'ait été construite. On a concédé au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si vous avez les ministres qui ont failli, mais demandez leur départ au Président de la République. 5 minutes. Oui, monsieur le Président, s'il vous plaît. Je vous en prie, vous avez dit à mes gars, j'en ai qu'une seule, mais laissez-moi sur ça. C'est dramatique. Quelles sont les perspectives pour comment l'histoire que le président on parle des accords avec le FMI? D'ici là, surtout qu'ils sont venus ici, ils sont venus nous ont ouvert une session budgétaire sans gouvernement, sans pas d'approche. C'est une première dans l'histoire du Congo. Donc c'est ici, voici les mesures, voici ce qu'on va aboutir. Mais nous sommes venus très gentils, nous vous recevons avec 5 mois sans salaire. Nous recevons 5 mois sans salaire, derrière nous les attachés, les conseillers, jusqu'au bataillon qu'on gère dans les quartiers. Donc, soyons sérieux parce que nous devons ici, le président a dit, il y a des grandes lignes et son gouvernement le mettre maintenant en pratique. Je reviens sur le point, et ça c'est là où je prends la question qui est déposée, au ministre de la Présidence du territoire, oui. Je veux vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de tonnage, non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. Comment ça se fait? Quelles sont les procédures qui sont en place? Et comment on peut autoriser ça? Vous voyez bien que nous sommes dans un cas, je ne dirais même pas futuriste, mais un cas tellement irréaliste qui, dans certains pays, amènerait les gens à se poser les questions les plus étranges. Et là aussi, je vous ai dit, et c'est fait en pleine session de l'Assemblée nationale, devant tout le gouvernement. La suite, c'est quoi? C'est le silence total. Rien n'a été dit. On n'a jamais cherché à savoir où était parti. Et moi, je pensais que dans un pays sérieux, mais les organes de contrôle devaient immédiatement se saisir de la situation, mener l'enquête, établir les responsabilités et, à mon avis, aller à la sanction. Mais on a choisi l'impunité. Et comme on a trouvé, on va y revenir, que le peuple congolais c'est tellement faible, que le peuple congolais a peur. Quand après on vient se présenter devant les Congolais pour dire il n'y a pas d'argent, on ne peut pas réviser les barrages du tout, on ne peut pas réviser les barrages du tout, on ne peut pas, on va aller chercher les Sénégalais pour le caresser parce qu'on a. Mais l'argent, vous voyez bien que à chaque fois on confirme que le Congo est un pays riche, mais il y a des choix qui ont été faits pour l'enfoncer dans la misère, pour faire en sorte qu'il ne se développe pas, pour faire en sorte qu'il s'enrichisse. Mais en appauvrissant l'État. Et ça, à mon avis, ce n'est pas du tout sérieux. Maintenant,
le cas qui vient après, c'est le dossier FICA. Alors, ce dossier me fait rire, je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus, parce que ce dossier a fait l'objet de beaucoup de débats sur les réseaux sociaux, a fait l'objet de beaucoup de débats sur les médias. Et ici, j'ai une coupure de presse. C'est le Premier ministre Colin Maposo qui a déclaré que les procédures d'enquête sont toujours en cours. Et il parlait d'enquête parlementaire, enquête administrative et enquête judiciaire. Mais depuis le temps, où sont arrivées ces enquêtes qui étaient en cours? Elles sont toujours en cours. Mais vous savez bien, on a mis le gouvernement, comme c'est les membres du gouvernement, les dignitaires du PCP qui sont impliqués là-dedans. On arrête les menus flottants, mais les gros poissons, on ne les arrête pas. Les gros poissons, on ne les arrête pas. Et dans le même ordre d'idée, on peut revenir sur une situation, toujours avec la Guélé. La Guélé avait fait une conférence de presse au cours de laquelle il avait présenté un rapport de la Commission nationale de lutte contre la corruption, contre la fraude, la corruption. Il avait payé le ministre des hydrocarbures de l'époque, faisant apparaître clairement que les fonds qui étaient destinés à la formation des agents de ce ministère étaient détournés. Et il y avait sur lui des documents, notamment les procès de Bégo, qui ont été signés par les responsables de ce ministère. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la majorité présidentielle passer au créneau pour pratiquement défendre le ministre. Et ce dossier est passé sous silence. Les Congolais peuvent exprimer, ça, il n'y a pas du tout de problème. Et dans ce cas même, nous avons fait le constat que le dossier que la Guélé a constitué au niveau du ministère de l'Agriculture a été pratiquement à la base du décès de la Commission nationale de lutte contre la corruption pour aller vers la haute autorité de lutte contre la corruption. Mais là encore, on va voir tout à l'heure que les choses ne se sont pas suffisamment améliorées. Maintenant, nous allons passer à l'autre dossier. C'est le dossier de la haute autorité de lutte contre la corruption. J'aime bien m'appesantir sur ce dossier. Mais parce que c'était un instrument qui a été mis en place pour véritablement lutter contre la corruption. Mais on constate dans les faits que ce gouvernement, cette institution est venue au contraire soutenir les comportements antérieurs qui sont fortement condamnables et n'a rien fait pour qu'on aille vers un changement de mentalité pour qu'on ait. C'est vrai, ils ont fait le carnaval. C'est vrai qu'ils sont très dynamiques lorsque les élèves et les étudiants font le bac, le brevet, etc. Mais là, les gros dossiers, tout en rappelant que le Premier ministre de Singapour avait déclaré aux responsables et dirigeants de ce monde que si vous voulez lutter contre la corruption, la fraude, les détournements de fonds, tout ça, il ne faut pas s'attaquer aux petits, il faut s'attaquer aux gros. Et le phénomène va disparaître. Pourquoi les gouvernements congolais ne tirent pas les leçons? Ça maintenant pour pratiquement à la situation de la haute autorité de lutte contre la corruption. Nous avons retenu cette date du 9 décembre 2023. Pourquoi? Mais parce que le 9 décembre, c'est la fête, je crois, mondiale de lutte contre la corruption. Et le 8 décembre de l'année 2023, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption a tenu une conférence de presse. Et au cours de cette conférence de presse, il a tenu à informer tant l'opinion nationale qu'internationale, que les journalistes, qu'il avait mené une trentaine d'enquêtes et d'investigations, au cours de laquelle, évidemment, il y avait un certain nombre de choses préoccupantes qui avaient été révélées. Et il avait dit que la haute autorité de lutte contre la corruption réunissait maintenant les conditions idoines pour délibérer de ces situations et pour la publication des résultats. Et il a annoncé qu'après cette phase, les dossiers seront transmis au niveau de la justice. Posons-nous la question, pourquoi ces dossiers n'ont jamais été transmis à la justice? Pourquoi il n'y a jamais eu de saisies? Créé par la loi numéro 3-2019 du 7 février 2019, la Haute Autorité de lutte contre la corruption, institution dont l'installation a été effective à partir de juillet 2020, à la suite de la prestation de serment de ses membres, affiche de sérieux tâtonnements dans son action.
Prétextant une trop longue campagne de sensibilisation, nécessairement budgétivore qui s'est étalée sur 3 années, avec pour slogan la fin de la récréation, la HALC a brillé par une léthargie. Les effets attendus de son action se font toujours attendre. Lors de sa déclaration du 9 décembre 2023, faite dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le président de la HALC effectuait l'annonce que voici. Ayant diligenté des enquêtes et investigations dans les administrations publiques et privées, la Haute Autorité de lutte contre la corruption réunit actuellement les conditions idoines aux fins de procéder aux délibérations et à la publication des résultats obtenus en cette fin d'année 2023. Aujourd'hui, plus de 3 mois après cette annonce, force est de constater qu'aucune démarche allant dans le sens du discours n'a été menée. Ici également de préciser que depuis l'entrée en fonction de son directoire, l'institution qui cumule aujourd'hui près de 4 ans d'exercice n'a jamais produit un seul rapport. Approchés par nos équipes de reportage, en vue d'obtenir un meilleur éclairage sur la situation, les dirigeants de la HALC n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet en l'absence du président de l'institution en mission à l'étranger. Toutefois, à travers leurs différentes communications, les animateurs de l'institution en charge de la lutte contre la corruption ne manquent pas l'occasion de s'appuyer sur les avancées telles que l'indice de perception de la corruption, tandis que le Congo traîne toujours dans le bas du tableau de ce classement. L'évolution positive constatée à ce niveau ne résulte d'ailleurs pas de la seule action de la HALC. À l'heure où les scandales en rapport avec la corruption battent leur plein au Congo, la HALC, qui dispose pourtant d'un pouvoir d'autosaisine, n'a pu se saisir d'aucune affaire. À l'inverse de la défunte Commission nationale de lutte contre la corruption, la HALC n'a jamais transféré un seul dossier au parquet de la République depuis sa création jusqu'à ce jour. Qui empêche donc à la Haute Autorité de lutte contre la corruption de mener à bien ses missions? Les pesanteurs politiques seraient-elles derrière ce laxisme? Donc vous voyez, il y a comme un système qui est mis en place. Il y a comme un système qui est mis en place, qui se charge de la protection et de la sécurité des responsables des scandales, des crimes économiques et financiers. Faisons-nous, où allons-nous? Qui trompe-t-on? Et après, il a ajouté qu'il y avait 93 dénonciations et qu'il y avait près de 53 plaintes contre des responsables administratifs. Donc tout ça, ça n'a jamais été su. Bon, maintenant, nous avons vu à travers les réseaux sociaux qu'il a saisi la ministre chargée des Transports parce qu'il est en train de travailler au CCO. Mais la question que nous nous posons, quelle serait la finalité? Il ne faut pas aller au CCO parce que ça permet à vos agents d'avoir des frais d'émission, tout ça. Et quand les dossiers sont, de les mettre sous table. Et le constat qui est fait au niveau de la Haute Autorité de lutte contre la corruption est très grave parce qu'il s'agit d'une structure qui a un rôle extrêmement important dans la lutte contre ce fléau qui gangrène l'économie et qui ne permet pas, qui est véritablement le cancer de l'économie et qui ne permet pas aux différents pays de se développer. Je rappelle à City, vous le savez, puisque nous y revenons assez souvent, que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde et que son indice de perception de la corruption est pratiquement, depuis de nombreuses années, est de 23 sur 100, véritablement médiocre. Et qu'au contraire, on devrait travailler pour l'améliorer. Mais nous sommes toujours parmi les 10 pays les plus corrompus de l'Afrique. Il n'y a aucun espoir, si nous continuons comme ça, à ce que les pays se développent bien au contraire. Mais on essaiera. Maintenant, l'autre dossier, puisque vous voyez qu'il y a suffisamment de dossiers, c'est les grands travaux. Et lorsqu'on parle des grands travaux, on parle de la municipalisation, des sommes importantes qui ont été débloquées. Je me rappelle quand je parle du département dont je suis originaire, mais qui a été divisé en deux à l'époque, quand la municipalisation s'est réalisée dans ce département. Le coût estimatif était de 438 milliards. Mais dans le district de Canada, je suis originaire, il n'y a jamais eu un projet qui a été exécuté. Pire encore, en 2007, le président du ministre a su de soi pour procéder à la pose de la pierre, la réhabilitation
de la route de Beau-Djambala-Likana, 125 km. 2007, avec un marché bien établi, etc. Cette route n'a atteint Djambala qu'en 2013, parce qu'en 2013, ce projet est devenu un des projets de la municipalisation accélérée. Comment on peut comprendre? Donc, il y a d'abord eu un premier marché, la route n'est pas arrivée à Djambala. Il y a eu un deuxième marché, la route n'est toujours pas arrivée à Likana. Et autant de scandales. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut auditer la délégation générale des grands travaux. Il faut auditer tous les projets de la municipalisation, d'autant que nous nous sommes rendus compte maintenant qu'il y avait des éléphants blancs. D'ailleurs, vous avez eu la surprise lorsque le président de la République a fait sa mission, sa tournée dans la Bosa. Il est parti découvrir l'hôpital départemental de la Bosa, dans la forêt. Vous vous rendez compte? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Et l'exemple que je prends, lorsqu'il s'agit des grands travaux, c'est l'exemple de l'université de Nissa-Souguesso, dont le coût estimatif a été de 241 milliards au départ. Mais il y a eu beaucoup d'analyses, beaucoup d'interventions politiques, et ça aurait coûté bien plus que les 241 milliards qui étaient prévus. Bon, je laisse aux spécialistes le soin d'épiloguer là-dessus. Mais lorsque les Congolais ont découvert que la deuxième université de Dakar, sous le président Macky Sall, nous n'a coûté que 65 milliards. C'est-à-dire qu'avec ce qui a été utilisé au Congo pour construire une université, au Sénégal, on en aurait construit 4. Est-ce que c'est sérieux? Septième université du Sénégal et deuxième université de la capitale sénégalaise, l'UAM, l'université Amadou Mahtar de Diamniadio, a été inaugurée ce 1er décembre 2022 par le chef de l'État Macky Sall. Elle est baptisée Amadou Mahtar en hommage à l'ancien ministre sénégalais et ancien directeur de l'UNESCO. D'un coût de 60 milliards de francs CFA, cette université à vocation sciences et technologies construite sur 42 hectares va à terme accueillir 40 000 étudiants. L'établissement est désormais la deuxième université publique de Dakar après l'université Cheikh Anta Diop. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans l'amphithéâtre neuf de 1500 places. Avec l'inauguration de l'UAM, disais-je, notre pays franchit aujourd'hui une autre étape, mais une étape qualitative de sa marche résolue vers le Sénégal émergent en son axe 2. Son axe 2 dédié au capital humain, dont l'éducation et la formation constituent les composantes majeures. Est-ce qu'on peut rester silencieux? Est-ce qu'on ne découvre pas qu'il y a surfacturation, qu'il y a surcoût, qu'il y a détournement, qu'il y a corruption et qu'il y a autre phénomène? Et que veut-on après? Que veut-on après ça? Alors, le dernier point dans l'échantillon que nous avons sélectionné, c'est le message du chef de l'État, le 28 novembre 2024. Lorsque le chef de l'État révèle à l'opinion tant nationale qu'internationale que dans notre pays, au lieu des 3 milliards pour exiger pour payer les bourses, mais les services en exigeaient 9. Et le président de la République, je dis bien, le président de la République se pose la question de savoir si le différentiel de 6 milliards se dissipait chaque année sans jamais laisser des traces. Est-ce que c'est normal? D'autant déjà qu'en mars 2024, le président avait suivi les gens avec sa déclaration sur le verre dans le fruit au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'il a déclaré que le verre est dans le fruit, il est effectivement dans le fruit, il nous faut le détruire, pas seulement dans les secteurs de la justice, mais dans tous les secteurs militaires. Face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès le 28 novembre à l'occasion de la fête de la proclamation de la République, le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a mis en lumière un détournement de fonds de 6 milliards de francs CFA chaque année, un pactole destiné à payer la bourse des étudiants. Le recensement biométrique des étudiants inscrits
dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an, au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Nyenye soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Voyez bien la situation dans laquelle on se trouve. Et quand le président fait cette déclaration, et voici ce que je dis, trop c'est trop. Les Congolais en ont marre. Donc, on ne peut pas continuer à avoir régulièrement des gouvernants qui sont dans les questions de vol, etc., et qui ne font absolument rien pour que la justice soit rendue. Et le Premier ministre a réagi avec son ministre chargé de la communication qu'il fallait une enquête administrative. Au vu de l'urgence de la situation, des gens qui crient chaque jour qu'ils n'ont pas d'argent, cette enquête administrative dure combien de temps? Il y a une volonté manifeste de ne pas faire la lumière là-dessus. Il y a un choix délibéré qui est fait pour qu'on ne soit pas dans la bonne gouvernance, mais qu'on soit plutôt dans une gouvernance machieuse. Et aujourd'hui, les Congolais attendent toujours. Mais je dois donner aux téléspectateurs l'information. La société civile s'est saisie de ce dossier, et sinon, on ne peut pas toujours les différencier. Mais elle a eu toutes les difficultés du monde pour déposer ce dossier au niveau de la justice. Et nous comprenons. D'autant que le Premier ministre avait osé dire sur le plateau de TV5 qu'au Congo, il n'entend pas parler des plaintes pour constituer ses faits. En fait, pour dire qu'il n'y avait absolument rien. Mais quand il y a des plaintes, elles ne sont pas reçues. Que voulons-nous? Dans ce pays, peut-on faire la justice ou non? Ou a-t-on choisi de faire prospérer le vol, le détournement et tout le reste? Est-ce que c'est sérieux? Et après, on va venir essayer de divertir les gens. Je pense surtout au divertissement qui est causé à la jeunesse. Non seulement que les 14 000 milliards de générations futures sans métier ont disparu, non seulement on ne veut pas en faire la lumière, mais après on a sacrifié cette jeunesse avec une dette extrêmement importante qui est aujourd'hui pratiquement de 8 530 milliards de francs CFA. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a sacrifié, ou on veut sacrifier la jeunesse avec le problème de la vente ou de la cession des terres aux Rwandais, où on veut avoir l'audace de faire constituer des entités rwandaises à l'intérieur de notre pays. Et c'est véritablement scandaleux. Et maintenant, on découvre qu'on sacrifie. Non seulement on a déjà pratiquement gagé toutes nos richesses naturelles, mais maintenant, c'est le détournement de l'idée. Et je me dis, que veut-on? Quelle est la conception de la gestion des affaires de la cité par les gouvernants actuels? C'est extrêmement préoccupant. Mais ce n'est pas tout à travers le message du chef de l'État le 28 novembre 2024. Le président a évoqué le transfert. Il a parlé des budgets à transfert. Où il semble apparaître qu'effectivement, il y a des écarts très considérables qui créent des justices au niveau de l'État entre les sommes normales qui devraient servir à soutenir le fonctionnement et les charges
de ces structures et les montants qui sont demandés. Et que veut-on au Congo? Que veut-on au Congo? Et je terminerai sur ce point en évoquant un aspect. Je terminerai sur ce point en évoquant un aspect. Mais c'est ce que le président a évoqué lui-même. Il y aurait, lorsque les contrôles ont été effectués dans certaines structures, des faussaires, des agents fictifs. Et je vous apprends, je crois que ça remonte à l'année 2017 ou 2018, mes souvenirs ne sont pas exacts. Mais il y a un scandale qui avait éclaté parce qu'à travers les médias, on avait découvert qu'il y avait pratiquement 826 conseillers attachés et autres fictifs à la présidence de la République. Donc le mal ne touche pas seulement, comme certains disent que les gonflements des effectifs avec les IDAN et tout ça ne touchait pas seulement les grandes structures, mais ça touche pratiquement toutes les directions générales. Mais on se rend compte que même la présidence de la République n'est pas épargnée. Donc en fait, il n'y a aucune structure qui est épargnée. Mais il faut, à mon avis, que les choses puissent être réglées. Il faut que les choses puissent être réglées. Et vous voyez à travers ce parcours que je viens de faire, sur un échantillon qui a été bien choisi, que le Congo est un pays riche. Que le Congo est un pays riche. Mais les gouvernants ont choisi. Par une gouvernance que moi je traite et je considère de mafieuse, d'appauvrir l'État, de s'enrichir illicitement, de se constituer des trésors de guerre à l'extérieur, de s'acheter des appartements en France, aux États-Unis, à Dubaï, etc. Parce que le Congo ne mérite pas d'être un beau pays. Et l'argent vous dessert à ce que ce soit à l'extérieur. Donc, à mon avis, c'est une véritable préoccupation. Mais je ne vais pas terminer cette émission sans jeter un regard sur les aspects financiers. Et sur l'aspect financier, je vais me pencher sur d'abord deux chiffres. Le premier chiffre, je pense, 14 000 milliards d'excédents budgétaires. Et le deuxième chiffre, c'est 5 500 milliards au niveau des révélations faites des Panama Papers. Ça me fait globalement 19 500 milliards de francs CFA. C'est-à-dire 7,5 fois le budget en termes de recettes de l'année 2025. 7,5 fois, on aurait pu penser qu'on pourrait ne rien produire. Et avec cette somme, on aurait pu avoir un budget de 2550 milliards et faire tourner le pays. Vous vous rendez compte du scandale que ça a produit? Et ça représente 2,3 fois le montant de la dette publique congolaise, qui est de 8 530 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est sérieux? Et c'est 3,8 fois la dette intérieure de notre pays, qui est de pratiquement 5 179 milliards. Non, cet argent est dans les mains des gens. Et que font les gouvernants? Que font le Premier ministre? Lorsqu'il arrive au Sénat, non, il n'y a pas d'argent. D'ailleurs, j'ai suivi lors de la dernière quinzaine le ministre nous dit non, il n'y a pas d'argent, on a signé un marché dégradé parce qu'il y avait de l'urgence. Quels sont les problèmes d'argent? Pourquoi les gouvernants actuels n'ont pas le courage d'agir et la volonté politique de tout mettre en œuvre pour récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor? Les dossiers sont connus. Je viens de vous les évoquer là. On n'a pas besoin. C'est ce que je viens de dire. Quels dossiers existent, les documents existent, ils peuvent être reconstitués. Pourquoi ce choix a été fait? Il y a, à mon avis, c'est véritablement dommage et c'est véritablement triste. Mais il faut que les Congolais soient bien avertis. Parce que pour qu'ils touchent véritablement le problème du poids, je prends le cas des retraités. Les retraités ont 41 mois d'arriérés de pension. Ils ont des problèmes d'arrérage. Ils ont des problèmes de l'harmonisation du point d'indice de 160 à 300. Depuis
2017, donc depuis 8 ans, ils respectent total les lois et règlements de la République. Ils ont des problèmes différentiels avec l'évolution du point d'indice depuis 2014 jusqu'à 2010, depuis 2013 jusqu'à 2014. Mais je dis, à partir des chiffres que je viens de vous donner, lorsque je mets en balance 19 milliards 500 millions et je mets en balance le budget d'une année, l'année 2025, qui est de 2550 milliards, on n'aura pas de problème. Et quand je prends la dette intérieure, mais je crois que la dette sociale, si vous avez 3 milliards, mais ne devrait pas exister si ce pays était selon les bonnes règles de l'orthodoxie financière. Si on pensait à l'intérêt du Congo, si on avait l'amour du prochain, on n'aurait pas ces problèmes. Ces problèmes ne sont maintenant, après avoir parlé mais parlons des étudiants. Et la situation des étudiants est plus grave. Non seulement en termes de jeunesse, les 14 000 milliards d'euros, en termes de bourses, chaque année, il y a 6 milliards qui se dissipent sans jamais laisser de traces. Et au milieu, les étudiants n'ont pas de bourse. Ils n'ont pas de bourse. Ils ne peuvent pas étudier dans des conditions, dans des très bonnes conditions, puisque tout le monde n'est pas issu d'une famille riche où tout le monde n'a pas eu un représentant qui a pu mettre la main sur les milliards de l'État. Comment on fait? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Mais alors, dans les structures de l'État, il y a plusieurs structures où les travailleurs accumulent plusieurs mois d'arriérés des salaires. Je me rappelle à une époque, je ne sais pas si c'est intéressant, au niveau de la mairie de Ouessou, les travailleurs avaient 120 mois d'arriérés de salaire. 120 mois, c'est-à-dire 10 ans. Est-ce que c'est concevable? J'ai vu il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux qu'à la mairie de Pointe-Noire, il y a pratiquement 76 mois d'arriérés de salaire. Et j'apprends, c'est une information à vérifier. Par exemple, à Ouissou, les conseillers municipaux, etc., au niveau des conseils départementaux et municipaux, les travailleurs ont 9 mois d'arriérés de salaire. Où sommes-nous? Et pourquoi on a choisi d'être sans pitié, d'avoir du cynisme, de la méchanceté? Je parlais de la méchanceté à l'endroit des travailleurs congolais, alors que la richesse est bien là. Il s'agit d'un problème de répartition équitable. Maintenant, je peux pousser l'analyse encore un peu plus loin. Le système éducatif. Depuis des années, on a relevé qu'il y a un déficit au niveau de préscolaire, le primaire et le secondaire, de 20 000 enseignants. Chaque année, on répète le même chiffre. Mais si on veut détruire un pays, on détruit l'éducation. Comment ça se fait qu'on puisse ne pas régler ce genre de problème? Est-ce que c'est normal? Et dessus, quoi s'agissant de l'éducation? Mais il y a eu les états généraux. Et la conséquence, on ne peut pas appliquer les recommandations des états généraux parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais l'argent est où? Dans les poches des gens, dans le compte, dans les paradis fiscaux, dans les maisons qu'ils ont achetées en termes de biens mal acquis à l'extérieur. Dégradation du système éducatif. C'est la même chose au niveau du système sanitaire. Et moi, ça me fait sourire lorsque je lis les documents où les gouvernances actuelles ont été très critiques à l'endroit de la gestion du président Pascal Lissouba. Mais où est-ce qu'ils en sont? Où est-ce qu'ils en sont? Mais on peut parler du fonctionnement des services. Je suis en retraite, mais je discute de temps en temps avec les jeunes fonctionnaires où on me dit que même dans les ministères, il y a rien pour acheter des papiers. Mais le budget est fait quoi? L'argent, il va où? On avait même annoncé un moment, Anatole Côté avait annoncé un moment que les ministres ne devaient plus voyager à cause de la crise, etc. Incapables de procéder à la réduction du train de vie de l'État. Nous, je dis que constatons, il n'y a jamais eu autant de voyages des ministres et des personnels officiels que des voyages humains. La crise est passée. Donc pour eux, il n'y a pas de crise. Pour eux, il n'y a pas de crise. Hein? Ils ont trouvé des Congolais qui sont à leur écoute et qui viennent souvent. C'est le fait d'entendre dire qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas. Mais pourquoi ces Congolais-là ne leur disent pas que l'argent est dans vos comptes? Pourquoi? Mais il y a d'autres problèmes. On peut parler du chômage des jeunes.
On peut parler de la situation du réseau routier. On peut parler des érosions. Avec le quartier Mpilo à la base, regardez comment le quartier a fait des sécurités. La réponse est qu'il n'y a pas d'argent. Mais peut-on oublier de parler du manque d'eau et du manque d'électricité? Et j'ai lu une publication sur les réseaux sociaux où on a dit que les gens de la LCDE qui s'occupent de l'eau, semble-t-il, les travailleurs veulent aller en grève parce qu'ils avaient juste déjà 8 mois de retard du salaire. Est-ce que c'est sérieux, tout ça? Est-ce que c'est sérieux? Bon. Est-ce qu'on peut oublier de parler de la cherté de la vie? Est-ce qu'on peut oublier de parler du panier de la ménagère qui nous amène à dire que le Congo vit mal, très mal? Mais nous avons voulu utiliser cette démarche pour faire comprendre aux Congolais, sur la base de la démonstration par la preuve, que le Congo a l'argent, que les gouvernants ont choisi de faire souffrir les Congolais, qu'ils ont choisi de protéger les responsables des scandales crimes économiques et financiers. Le cas des Zidane n'est pas tant. Il n'y a pas de Zidane. Il faut que la justice soit faite pour tous. Et il faut qu'on s'attaque à tous ces problèmes. Il faut qu'on s'attaque à tous ces problèmes. Comment faire? Alors je viens vers vous pour dire, chers téléspectateurs, au Congo, les gouvernants sont préoccupés par une chose. C'est la conservation du pouvoir. Et vous voyez ce qui se passe. Hein? Pour conserver le pouvoir, on nomme des préfets, on nomme des secrétaires généraux. Et après, on va vous dire qu'il y aura une concertation, pas pour se pencher sur les problèmes du pays, mais pour se pencher, soi-disant, sur les problèmes de la gouvernance du territoire. Mais nous prévenons les gouvernements. Peut-être qu'ils ont procédé jusqu'à présent, on n'a peut-être pas été attentifs, mais ces concertations ne se faisaient pas sur une base juridique. Et nous leur avons rappelé que la base juridique, c'est sur les articles 227 et 228 de la Constitution, qui ont permis l'institution d'un Conseil national de dialogue. Et que cette fois-ci, il faut éviter de parler de concertation pour des élections, pour essayer, ils sont élus démocratiquement. Et pourtant, c'est la tricherie. Si on vole des milliards, vous croyez que les élections ne volent pas. Mais vous avez la démonstration aussi que les élections sont volées, elles sont truquées. Je me rappelle d'ailleurs de cet homme politique qui avait déclaré qu'il fallait que les gouvernants congolais arrêtent de nommer les députés. La situation, elle est bien connue. La situation, elle est bien connue. Donc, à notre avis, il faut que les gouvernants arrêtent de faire ce qu'ils se fait. Je pense, en termes de conclusion, je vais dire que c'est triste pour notre pays. Un pays qui est aussi riche, qui a plongé les Congolais dans une souffrance à la fois inacceptable et insupportable. Ce n'est pas normal. Et en plus, ce qu'il voit, c'est les gouvernants qui refusent d'aller même à la réduction du train de vie de l'État. Qui refusent de faire justice pour que l'argent qui a été dilapidé du trésor public puisse être récupéré, reversé dans le circuit, pour qu'on s'attaque aux défis, aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Non, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est s'enrichir des filles du monde. Avoir des biens mal acquis en France, en Europe, aux États-Unis, en Allemagne, à Dubaï. La plupart des mariages se célèbrent à Dubaï. Les Congolais d'ailleurs ne se marient plus au Congo, ils se marient en France, etc. Tellement de standing de vie a évolué pour une petite minorité des Congolais. Et la grande majorité de la situation extrêmement difficile. Et je rappelle que le président de la République a prêté conformément à l'article 77 de la Constitution le serment de garantir la paix et la justice à tous et de gérer le pays dans la loyauté. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et quand je le dis,
évidemment, je m'adresse à quelques téléspectateurs. Parce que il y en a qui m'ont appelé très inquiet pour me dire, oui, on apprend qu'il se passe des choses chez vous là-bas. Et il y en a qui m'ont appelé plus tard pour dire, on nous a dit que vous avez été arrêté. On va m'arrêter. Moi, je parle. Si ce que je parle, il dérange déjà. Mais ce n'est pas Clément de la salle qu'il faut arrêter. C'est les voleurs qui sont dans ces gros scandales qu'il faut arrêter. Je viens de vous énumérer les grands scandales. La disparition des 9 milliards à la crève. Le trésor gate. Les excédents budgétaires. Les malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture. Ce sont ces gens qu'il faut arrêter. Ce n'est pas Clément de la salle. Ce n'est pas ceux qui ont la liberté d'expression. Et ce n'est pas parce que ce que Clément de la salle dit. Vous venez en difficulté et que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Mais je continue à dire que le PCT n'est pas encore formé avec la loi et qu'il doit être sanctionné. Je continue à dire que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi et qu'il est en situation difficile et délicate de compatibilité constitutionnelle. Ce que je demande au gouvernement, vous êtes mis à nous. Les Congolais savent maintenant que votre gestion est basée sur le vol, sur le détournement de fonds, le deniers publics, sur la corruption, sur la fraude, sur la concussion, sur les népotismes. Il faut que cela s'arrête. J'ose espérer que les Congolais vont en prendre conscience et que les Congolais vont prendre conscience de ce qu'ils doivent prendre le destin de leur pays entre leurs mains pour que ça s'arrête. Et c'est pour ça que chaque fois que j'ai l'occasion, je dis il faut qu'on aille vers une vision de changement et de rupture, que les choses se passent autrement qu'elles ne se passent aujourd'hui. Et je vois un danger qui est en train d'arriver. On réunit les cadres de Kenya Lima, on réunit les cadres de la Bwenza. C'est une nouvelle philosophie. Mais nous tenons à l'unité nationale. Nous tenons à la concorde nationale. Ne nous amenez pas dans le repli identitaire. Parce que c'est cette affaire de repli identitaire qui a amené beaucoup de problèmes. Donc, avant de vous quitter, je vais manifester ma joie avec ce qui vient de se passer au niveau du Vatican, c'est-à-dire l'élection du Père, du Pape. La sainteté, sa sainteté de Pape. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir sa sainteté de Pape Léon XIV, qui, d'après ce que nous savons, est originaire des États-Unis. C'est vrai, je ne dirais pas, je suis chrétien, donc je suis obéissant, mais je dois avouer que Dieu me le pardonne, qu'à un moment donné, j'ai eu la faiblesse de penser. Et l'Africain pouvait être équipable. Mais je me remets à Dieu et j'espère que Dieu nous soutiendra. Et qu'un jour, même si nous ne vivons pas, qu'un Africain arrivera à être pape au niveau du Vatican. Donc, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que je termine mon émission avec la joie de l'élection du pape. Et je suis très heureux que ça se passe dans le calme, dans la sérénité, etc. Et que les résultats ne donnent pas lieu à la moindre contestation comme au Congo. Parce qu'au Congo, il n'y a aucune élection libre, démocratique et transparente. Maintenant, s'agissant du sujet, j'invite le gouvernement et j'appelle leur attention pour qu'ils abandonnent la gestion machieuse et qu'ils fassent que les Congolais puissent mériter de leur richesse et qu'ils profitent, je dis bien les Congolais, profitent de la richesse du Congo. Parce qu'il n'est pas normal que nous soyons dans la situation que nous connaissons. Donc, chers téléspectateurs, je tiens à vous remercier pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous, je pense, samedi 17. Et nous aurons le sujet, mais compte tenu de l'importance de ce sujet, compte tenu du fait que j'ai constaté qu'on s'acharne sur Dongou, Armel, Stade, sur Mania, je ne dis pas qu'on doit les laisser tranquilles, ils doivent répondre de leurs actes avec leurs complices. Mais il ne faut pas oublier les autres aussi. Et ils sont très nombreux. Si on a du mal à les constituer, il faut appeler les Congolais pour qu'ils nous aident à les constituer. Les Congolais estiment que trop, c'est trop. Ils souffrent du fait de la gouvernance machieuse. Ils souffrent du fait qu'on a introduit le vol des deniers publics comme moyen de gouvernance. Et ce n'est pas une très
Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine. À bientôt.